Le frigo. Despelote, carnet de voyage colombien. Épisode 6, Huasca, malicia indígena. Le concept, je sais pas, il doit y avoir quelque chose d'équivalent en français. C'est que la malice indienne se débrouillait pour mener à bien quelque chose, disons presque au bord de la loi. C'est-à-dire qu'on a une interprétation de la réalité qui est différente à celle de la loi, de l'ordre, de la norme. C'est historique, c'est-à-dire que les Indiens étaient forcés d'utiliser la ruse pour pouvoir vivre tout simplement, parce que la loi les contraignait trop. C'est un comportement qui prennent les vaincus pour continuer à survivre malgré le fait que le système est, disons, fait contre eux, quoi. Mais disons qu'il y a cette connotation raciale, c'est-à-dire que ce sont des gens, parce que c'est des indigènes, ils ont une capacité de contourner la loi. Il y a cette connotation aussi. Mais bon. Mais du coup, aujourd'hui, c'est pas utilisé que pour des gens indigènes. Ah non, c'est utilisé pour tout le monde, oui. C'est généralisé. C'est être malin. Voilà, c'est être malin, oui. C'est être malin. C'est un peu ça, oui. Avec mon père, nous nous rendons à Huasca, un village à 1 heure de Bogota. Il m'a proposé d'assister à une cérémonie indigène baptisée la Danza del Sol, la danse du soleil, à laquelle il a été invité par son ami Ignacio, qui appartient à une communauté muisca. Colombia es un país muy mestizo, en donde subyace un gran conocimiento y tradiciones indígenas, pero donde todavía nos negamos a ver el valor de lo propio. O sea, esto están haciendo hasta ahora. Entonces, ser indio es sinónimo en el inconsciente de alguien despreciable, y de ahí entendimos nosotros que el mestizaje debíamos, digamos, hacerlo consciente, reconocer el territorio y reconocernos dentro de ese territorio, y que ahí hay una propuesta de vida para el mundo y una propuesta digna para nosotros mismos. Les Muiscas habitaient toute la région autour de Bogota avant l'arrivée des Espagnols qui les ont pratiquement tous exterminés. Mais plusieurs personnes, descendantes directes des Muiscas, métis ou blancs, s'attachent à redécouvrir et faire reconnaître leur culture et leurs traditions, qui imprègnent encore de façon souterraine beaucoup de choses ici, à commencer par les noms de lieux qui ont tous une consonance bien plus indigène qu'hispanique. Il y a 10 ans, quand mon père habitait encore à Paris et qu'il accompagnait un chaman mexicain de l'ethnie Huichol dans des cérémonies de guérison, je trouvais tout cela assez étrange et un peu effrayant. Le temps passant, j'ai commencé à y trouver moi aussi un intérêt au-delà de l'aspect folklorique et ésotérique. L'occasion de faire parfois un pas de côté par rapport à mon quotidien, de nourrir mes questionnements par rapport aux insatisfactions et aux frustrations que peuvent générer nos vies modernes et urbaines, de réfléchir sur moi-même et mon rapport au monde, bref, une occasion d'ouverture et d'échange. Je suis donc intriguée par cette cérémonie dont je sais peu de choses. La danse du soleil dure 1 semaine, mais quelque chose m'intrigue. C'est une cérémonie Lakota, et les Lakota sont des Sioux d'Amérique du Nord. Comment des Sioux en sont arrivés à faire la Sundance, leur cérémonie la plus sacrée et la plus impressionnante en Colombie? Un Colombien nommé Alfonso Castillo, originaire de Bogota, a voyagé aux États-Unis et s'est fait adopter par une communauté Lakota dans la réserve de Pine Ridge, South Dakota. Il a été initié à la Sundance et l'a ramené dans son pays natal. Après beaucoup de discussions et de négociations, des Lakota ont accepté de venir en Colombie pour partager leur cérémonie avec différentes ethnies du Sud, dans une démarche d'union entre Nord et Sud, symbolisée dans les représentations indigènes par l'aigle et le condor. Nous sommes en janvier 2016 et c'est la 4e fois que la Sundance a lieu à Huasca. Hola. Nous arrivons à la finca, la ferme où a lieu la cérémonie, à la nuit tombée. Et je suis stupéfaite de découvrir un lieu qui tient plus du camping de festival de rock, bondé de tentes et de voitures, que du sanctuaire. ¿Ese es el temazcal allá? Non, ¿Qué es esto? es el inipi. Vamos aquí, nos hacemos aquí, que aquí hay harto pastico. Je distingue peu à peu des silhouettes car la lumière de la lune est assez forte.
suffisamment pour que j'ai l'impression d'avoir atterri à Hippieland. Femmes en jupe longue, cheveux tressés ou ornés de plumes, dreadlocks et bandeaux en tie and dye, pieds nus malgré la température glaciale, larges sourires et câlins à foison. La française cynique en moi se crispe instantanément. J'ai toujours eu du mal avec ce côté folklorique peace and love qui me donne envie de m'accrocher à ces sarouels et de secouer en hurlant que non, la vie n'est pas une bulle d'amour pleine de fumée de cannabis et d'encens sentant trop fort. Je ne me sens donc pas vraiment à l'aise et assez déplacée, mais continue ma balade pour découvrir les lieux. La zone où va se dérouler la cérémonie est composée de 2 grands cercles qui sont complémentaires. D'abord, le cercle du feu, où brûle un grand brasier qui doit être allumé en permanence, entouré d'un demi-cercle en pierre, et où sont situées 4 inipis, les tentes de sudation rituelle nord-américaine, appelées aussi temazcales au Mexique. C'est une sorte de sauna sacré en forme de dôme, recouvert d'une épaisse toile qui le rend hermétique. En face des inipis, il y a un autre grand cercle délimité par une sorte de tonnelle circulaire en bois. Au centre de ce cercle, un arbre est planté. C'est l'arbre de la vie, qui a été planté là lors de la dernière danse. À ses branches sont nouées des multitudes de rubans de couleurs, qui représentent les vœux et les prières des participants à la danse. Pendant la cérémonie, cet arbre va être enlevé et débité en morceaux pour être remplacé par un nouvel arbre. Je reste un moment près des flammes à regarder le ballet des gardiens du feu, américains parlant espagnol avec un fort accent gringo. Ils sont en train de faire chauffer les pierres volcaniques, appelées les abuelas, les grands-mères, qui rentreront ensuite dans les inipis pour faire suer les participants. Puis je me dirige vers un bâtiment en bois, circulaire, un peu en contrebas. C'est la maloca, de tradition indigène sud-américaine. La maloca, c'est le point d'ancrage de la communauté. Un espace public où toute la vie commune et les problèmes éventuels sont discutés ensemble par les hommes et les femmes. Il y a toujours un feu au centre, et la parole circule, en étant d'abord attribuée aux plus anciens, qui sont ceux qui ont le plus d'autorité. Ce soir, plusieurs anciens, appelés abuelos ou mamos, grands-pères, tous d'ethnies différentes et venant des 4 coins de la Colombie, se partagent la parole. Intimidée, j'observe leurs visages burinés et marqués, tous différents. Ici, le statut de la parole n'a rien à voir avec nos bavardages entre amis au téléphone ou autour d'une bière. La parole est un lien social, un moyen de transmission de l'histoire, de la culture et des mythes, parfois un moyen de résoudre les conflits, en même temps qu'une incarnation de la pensée qui circule et qui se tisse, lentement, entre tous les interlocuteurs. La parole est une relation qui engage celui qui la prononce, et les discussions peuvent durer toute la nuit. La circulation des pensées et des paroles est soutenue par l'utilisation de la feuille de coca, mâchée en continu, et de la poudre de tabac, les 2 plantes les plus sacrées. La parole est au grand-père Huitoto, une ethnie de l'Amazonie. Il se réjouit de voir que l'événement de la danse du soleil attire beaucoup de monde, que de plus en plus de personnes sont sensibles au message que portent les indigènes et leurs traditions, à leurs inquiétudes concernant l'environnement et le sens du monde. Être indigène, nous dit-il, ce n'est pas une question de couleur de peau. Ce n'est pas non plus une question de costume ou de plume. C'est une question d'état d'esprit, du fond de nous. Je me sens toujours vaguement intruse au sein de cette assemblée et j'ai du mal à rester concentrée sur ces paroles au rythme très lent et ces accents que je ne comprends pas toujours. L'atmosphère paisible et la chaleur du feu m'endorment un peu. Le lendemain,
Une délégation du camp est envoyée pour faire un pagamento, une offrande, à la lagune de Siecha, à quelques kilomètres de la ferme. Vu que mon père est proche des Muiscas, nous avons la chance de pouvoir nous y joindre. Finalement, c'est comme partout, il faut un peu de piston. Les lagunes sont des lieux sacrés pour les indigènes. Elles sont considérées comme les organes génitaux de la terre d'où a surgi la vie. Pour restaurer l'équilibre naturel, il faut régulièrement aller faire des offrandes pour rembourser spirituellement les dettes que nous avons envers la terre. Le départ se fait un peu dans la précipitation car nous avons mis beaucoup de temps à regrouper tout le monde. Et une fois arrivés à l'entrée du parc national où sont les lagunes, les gardes forestiers nous disent qu'ils ne laissent entrer le public que jusqu'à midi et que l'entrée est payante. Les damos la bienvenida al Parque Nacional Natural Chingasa, dentro del cual se encuentra el sistema Chingasa de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá, que surte de agua a la capital y su región. Entran ustedes a un área natural protegida. Les deux gardes en uniforme nous surplombent du haut de la plateforme de leur cabane en bois et nous égrènent les règles à suivre, les autorisations à demander à je ne sais quel bureau à Bogota pour pouvoir entrer sans payer dans le parc, les horaires, les choses à ne pas faire pour ne pas polluer les lagunes, bref, toute une litanie de règles et de contraintes. C'est comme si d'un coup se concrétisait dans cette confrontation entre les deux gardes et notre petite troupe hétéroclite d'indigènes et d'hurluberlus toutes les questions et les tensions autour du contrôle du territoire, ce conflit typiquement colombien. Je me sens tiraillée entre ma tendance de bonne élève à vouloir obéir aux règles et à me dire que la faute d'organisation vient de nous, et ma volonté de comprendre aussi le point de vue indigène qui ne fonctionne pas du tout selon les mêmes notions de laissez-passer, d'autorisation écrite, de prix d'entrée, pour pouvoir accéder à des territoires avec lesquels ils ont un lien sacré. Deux visions du monde se confrontent et je ne sais pas trop de quel côté me mettre. Finalement, nous réussissons à passer le lendemain. Le paysage est incroyable, je n'ai jamais rien vu de pareil. La lagune de Siecha est magnifique, immense, entourée de montagnes, et observer son eau calme a comme un effet apaisant qui incite à la méditation. Je lis sur un petit panneau en bois que cette lagune était celle où se déroulaient les cérémonies muiscas qui ont inspiré le mythe d'Eldorado. Lorsque des dignitaires étaient intronisés dans leurs fonctions, ils devaient s'enduire de poudre d'or et s'immerger dans cette lagune avec des objets de culte en or. Les Espagnols l'ont ensuite asséché pour trouver ce fameux Eldorado. Les brèches creusées par les colons ont été comblées plusieurs siècles après, et la lagune a retrouvé son niveau naturel. La fin du texte dit « Le trésor n'était pas dans la lagune, c'était la lagune elle-même ». Je me sens vaguement ridicule, et en même temps c'est assez drôle, comme si je retombais en enfance. Je ne me sens pourtant pas très légitime à être là car j'ai l'impression de jouer un rôle, alors que j'accompagne des gens pour qui tous ces rituels ont un sens sacré. Mais quelque part, je suis aussi privilégiée de pouvoir assister à tout ça, même si je n'y crois pas vraiment, ça ne peut pas faire de mal. Nous redescendons au campement au crépuscule. J'observe les montagnes, les nuages, puis la lune et les étoiles qui brillent fort ici. Le lendemain, c'est le premier jour de la danse, le clou de la semaine, ce pourquoi sont venus tous ces gens qui dorment sous des tentes par un froid glacial. Les tipis qui abriteront les danseurs pendant la nuit ont été dressés autour du cercle. Il y a plus de 90 danseurs,
et un groupe de chanteurs réunis autour d'un grand tambour au bruit sourd qu'ils frappent sans discontinuer. La grande majorité des personnes qui danseront ou assisteront à la cérémonie ne sont pas indigènes ni du nord ni du sud. Ce sont des gens venus de partout, des États-Unis pour une bonne partie, mais aussi d'Argentine, du Chili, de Colombie, du Honduras, de Porto Rico, du Pérou, et même d'Italie, de France, du Royaume-Uni ou d'Israël. Les chants sont assez hypnotiques, tout a l'air un peu pareil pour une oreille néophyte comme la mienne. La Sundance a ceci de très particulier qu'elle comporte une série d'offrandes de sang. Parmi les danseurs, qui doivent jeûner pendant 4 jours, ceux qui le veulent se font couper la peau par les medicine men, les chamans guérisseurs Sioux, et se mettent une sorte de piercing dans les 2 incisions sur la poitrine ou sur les bras. Ils sont ensuite accrochés à l'arbre par ces piercings, et le but de la danse est de se détacher en s'arrachant la peau au moment indiqué. Je trouve ça assez terrible et archaïque, et m'étonne d'autant plus que des gens du monde entier participent à ce rituel. Mais la danse est monumentale, et y assister me donne tout de même une impression d'importance. Les femmes et les hommes sont alignés sur des rangs séparés, dansent sur place puis tournent ensemble, se mettent à courir parfois, selon un ballet que je devine très codifié. Les coiffes de plumes des chefs sont plantées sur des bâtons au milieu du cercle. Malgré toute la perplexité que ce protocole engendre chez moi, je ne peux m'empêcher de me sentir emportée par la transe des chants et du tambour, par la beauté des costumes, tout en me disant que tout cela est quand même très bizarre. Je me demande tout ce que ces danseurs viennent chercher, quel manque cette spiritualité vient combler. Nous sommes à une époque de vide identitaire tellement fort que beaucoup ont besoin de se sentir appartenir à quelque chose. Et quoi de mieux que d'embrasser la culture des éternels opprimés que sont les indigènes ? Il est vrai que les spiritualités traditionnelles ont beaucoup d'aspects très sensés et séduisants, qui résonnent avec des préoccupations d'aujourd'hui, environnementales, relationnelles. Mais de là à aller s'écorcher en dansant des heures en plein soleil, comment tous ces danseurs ont-ils pu trouver cette foi ? Car c'est bien au fond d'un sentiment de croyance, de foi dont il s'agit, auquel je demeure malgré tout très étrangère. La nuit tombée, nous discutons avec mon père qui me fait part de ses réflexions face à cette cérémonie Sioux en terre colombienne. Il me dit que ça attire énormément de monde, parce que dans l'imaginaire collectif, à cause des films, la représentation de l'Indien, de l'indigène, c'est celle des États-Unis. Les tipis, les plumes, le calumet de la paix. Il trouve particulièrement bizarre que beaucoup de latinos adhèrent à cette représentation, surtout à une cérémonie aussi forte et dure que la danse du soleil avec ses offrandes de sang et de chair, alors qu'il y a beaucoup de traditions indigènes en Amérique du Sud, encore vivaces et moins sanguinaires. Il y voit une continuation de l'impérialisme américain et de la colonisation des imaginaires, et trouve ça triste que cela arrive même dans cette dimension spirituelle et cette quête d'une vérité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cérémonie Muisca ou Witoto organisée dans le Dakota du Sud ? Sûrement que ça ne déplacerait pas autant de monde. Je me sens toujours un peu à contre-courant, mais je trouve tout ce processus intéressant parce qu'il me questionne sur mon positionnement et m'aide à mieux redéfinir ce que je pense. Je me suis toujours senti un mélange de beaucoup de choses et je me rends compte que cela ne change pas. Finalement, comme partout, beaucoup de gens ont besoin de se sentir appartenir à quelque chose, à un groupe, une tribu, une famille. Aussi séduisant que cela puisse être, je sens pourtant que c'est le genre de choses où je me sentirai toujours à l'étroit. Au bout d'une semaine, le retour à la civilisation chaotique, enfumée et bruyante de Bogota est un peu rude, mais je suis plutôt contente de retrouver mon joli appartement de la Soledad et ma chambre lumineuse. Je garde cependant en tête tout ce que cette semaine m'a donné l'occasion de vivre. Et puis, en lisant chez moi un livre de William Ospina, un essayiste colombien, je tombe sur ces mots. La anómala realidad de Colombia, su caprichosa historia, hizo crecer a los grupos dirigentes con la sensación de ser La normale europeos. réalité de la Colombie, son histoire capricieuse, fit grandir les groupes dirigeants avec le sentiment qu'ils étaient européens. En las regiones equinocciales de América.
vecinos de selvas de anacondas y de Et tropicales seulement sur mares le de tard, ballenas ils cantoras. se rendirent compte qu'ils vivaient dans les régions équatoriales d'Amérique, voisins de jungles peuplées d'anacondas et de mers La tropicales aux colonia baleines aquí chanteuses. consistió en un esfuerzo persistente que solo puede ser Ici, la descrito colonie con consista difíciles en un effort neologismos. persistant qui peut seulement être décrit par d'étranges Un esfuerzo néologismes. por desamericanizar, Un effort pour por désaméricaniser, desindigenizar esta realidad. désindigéniser cette réalité. El traslado del mundo europeo a nuestra geografía quiso La ser transposition du monde européen aunque à se notre supiera de géographie antemano, se voulut imposible. totale, même si elle était dès le départ impossible. y empezaron a aparecer flores extrañas en ese injerto entre lo visible y lo Et des fleurs triunfante étranges y lo commencèrent secreto à y lo apparaître vencido. sur cette greffe, entre le visible, le triomphant, et le secret, le vaincu. Le frigo.